Lorsqu'il prend un bain, ça se termine en best-seller. Dieu est un pote à lui, il publie 100 pages blanches, la télévision s'en empare, c'est l'homme le plus beau du monde. Entre charme, glamour et confidence, cette semaine dans la virgule flottante, je vous invite à un tête-à-tête avec Cyril Massarotto, un écrivain que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Donc en réalité, on brille un peu. C'est ça. Et on a le poil moins souple parce que c'est la deuxième fois qu'on le reprend. Voilà. On est dans la virgule flottante avec Cyril Massarotto. Merci d'être avec plaisir. Depuis 3/4 d'heure. Ah, 1h30 à peu près. Merci Cyril de ta patience. Tu vas nous faire des vraies révélations pendant la virgule flottante. Oui. S'il te plaît, j'y tiens vraiment. Oui. On t'en reçoit toute plaisanterie, mis à part parce que tu as sorti très dernièrement Le Premier Oublié. Oui. Qui est un livre qui parle d'une maladie dont on parle beaucoup mais dont on ne sait pas grand-chose. Toi, on t'a rencontré avec Dieu est un pote à moi il y a quelques années. On te retrouve aujourd'hui super écrivain, wonder écrivain connu mondialement, adapté à la télé, au cinéma, publié jusque sur Zorg, je crois. Parce que je suis allée ce week-end dans une librairie sur Zorg et on vendait du Massarotto à la volée, c'était génial. Ma première question, elle s'adresse à l'enfant intérieur, le petit Cyril, il en pense quoi? Le petit Cyril, il savait pas du tout ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Quel genre de gosse c'était? Alors bizarrement, mon souvenir mon souvenir à moi, oui. J'étais normal. C'est-à-dire gentil, t'étais mignon. Normal. Alors que selon tout mon entourage, j'étais une espèce de monstre. C'est-à-dire C'est-à-dire l'enfant le plus hyperactif qu'on ait jamais connu. Ah ouais. Tu mangeais trop de bonbons, terrible. des frites et tout, parce qu'on dit qu'il faut tirer des bonbons comme ça, les gosses ils sont hyperactifs. Non, vraiment, je dormais 2 heures par nuit jusqu'à mes 9 ans. Enfin, voilà, c'est vraiment. J'ai un peu fatigué ma mère, je crois. Et donc qui cassait tout, Ta femme qui cassait tout? Non, ta mère, toi. Et moi je cassais tout, et je ne m'en rappelle pas. Non. Pour moi j'étais charmant. D'accord. Voilà. Et puis au dire donc toujours de mon entourage. Si je te donne des fraises Tagada, ça peut recommencer. Non, je suis pas très friand de ça pourtant, mais non. Et puis après, je suis devenu celui que je suis à la puberté, je crois. C'est-à-dire, tu deviens instituteur? Je deviens musicien avant tout. On dit l'autre, ça va, tu deviens instituteur, professeur des écoles. Après, tu as un groupe qui s'appelle Saint-Louis. Ensuite, tu es un écrivain qui a un dieu, qui est un pote à lui, donc on comprend mieux pourquoi tu réussis. Alors, à moins qu'on t'ait lu, et quand on t'a lu, on comprend pourquoi tu as réussi. Tu as un physique de prophète. C'est pas faux. Et je l'ai refait dans l'interview que personne ne verra jamais parce qu'en fait on est en train de la refaire. C'est ça, on l'a refait. Mais je trouvais que la question était super bonne. Et je disais, Cyril Massarotto, t'es un passeur. Ouais. Développe. Tu peux le faire. T'es écrivain, je suis un passeur, oui, parce que... T'es un passeur dans le sens où tu donnes pas de leçons, mais où tu attires l'attention. Voilà, moi j'aime poser des questions, j'aime pas donner les réponses toutes faites. Ouais, tu te mouilles pas trop. Donc non, parce que c'est parfois plus compliqué de poser les questions, tu dois le savoir en tant que non, moi je le dis journaliste. super bien. On pense parfois plus de temps à réfléchir aux questions qu'aux réponses qu'on donne. Et ça se voit pas. Et j'espère que ça se voit pas non plus dans mon livre. J'aime pas qu'on sente le travail, le labeur dans les livres. Moi j'essaie de faire une écriture qui a l'air comme ça très spontanée, très vivante. Et j'aime que le lecteur se pose des questions et j'aime pas du tout lui donner des réponses toutes faites et lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire. Ça ne m'intéresse absolument pas. Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Moi ce qui m'intéresse, je dis souvent, j'ai la chance grâce à Facebook de recevoir des messages très régulièrement. Et la chance que souvent on me dise dans mon livre j'ai ri et j'ai pleuré. Ouais. Moi c'est ça que je veux. Tu veux faire rire et pleurer. Moi je veux quand pourquoi t'as pas fait clown alors? Parce que je ne suis pas drôle. Mais si t'es drôle, on rit beaucoup dans tes livres. Oui, non, mais c'est pas que. Voilà, pour moi, un livre réussi, c'est qu'on verse sa larme, mais qu'on rit aussi. Alors tu le dis, parce que là on est en train d'élucubrer sur le fait d'être un écrivain, etc. On voit ce machin un peu mystique, mais non, pas du tout, parce que toi tu dis que tu es un peu un bras armé, et finalement l'écriture elle s'infuse en toi, et toi à un moment donné tu es obligé de la sortir. C'est pas quelque chose de si réfléchi que ça finalement. Ah non, absolument pas, moi j'ai jamais voulu être écrivain. J'ai jamais eu le fantasme d'être écrivain. Toi, t'es juste le mec que les écrivains veulent tuer. C'est ça, ah oui, voilà. Non, mais complètement. Surtout quand j'ai sorti. Il est publié, il est traduit en 15 langues, voilà. il est sur France 2 et tout le bordel. Il dit oui, mais moi, j'ai jamais voulu être écrivain. Non, vraiment. C'est le hasard qui m'a amené voilà, ce titre. Dieu est un pote à moi.
dans mon bain. Au lieu d'écrire une chanson, j'ai écrit un dialogue. Et c'est devenu ce livre. C'était absolument pas prémédité. Donc la totale exclue, c'est qu'il y a une suite. La totale exclue, pour on la livre virgule maintenant. Flottante. Parce que Cyril Massarotto est un pote à moi. Absolument. Donc exclue mondiale. La suite de Dieu est un pote à moi en janvier 2014. Et ça s'appelle ? Et ça s'appelle Le Petit Mensonge de Dieu. Voilà, parce qu'il en fait aussi. Et finalement, comme on est à l'image de Dieu, pas étonnant que Dieu fasse des petits mensonges parce qu'on fait pas mal de petits arrangements avec la vérité. Mais je m'engage à ne pas mentir durant cette discussion. Ne t'engage pas, Cyril, ne t'engage pas. C'est une relation libre entre toi et moi, pas d'engagement, tu vois. Moi, c'est l'amour libre, la vie est belle, pas rien, quoi, rien du tout. Tu as sorti très récemment, attends, on va essayer de le mettre dans le cadre. Est-ce que c'est dans le cadre? Si on nous dit rien, ça veut dire que c'est dans le cadre. On me fait oui de la tête, c'est dans le cadre. Le premier oublié, donc c'est un roman sur la maladie d'Alzheimer. On l'a dit, Alzheimer, on en parle, blablabla, mais on ne sait pas grand-chose. Tu l'as écrit à la façon Catarina Mazzaretti, je ne sais toujours pas mieux le dire depuis tout à l'heure. C'est pas grave, mais ça ressemble à Massarotto, c'est un beau nom. Voilà, et puis elle a fait un super carton avec le type de La tombe d'à côté. Là, il y a Madeleine et Thomas, c'est un vrai couple. Mère-fils. Mère-fils. Un super couple improbable. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un jour, comme dans le premier chapitre de ce livre qui fait 3 lignes, je crois, ça m'a bien plu de faire un premier chapitre qui dure 3 lignes. Fais gaffe, tu fais du Stéphanie Jagger. Thomas... tu glisses vers le bas, Cyril. Thomas va voir sa mère, elle lui dit bonjour maman, elle lui dit qui êtes-vous? Voilà, tout simplement. Et là, on est dans c'est le jour où il devient le premier oublié. Et comme ça, on est bien dans le bain du roman et on est bien dans la violence de ce que ressentent... ce que ressent l'entourage des malades, c'est qu'un jour, on n'existe plus. Voilà, et quand on n'existe plus dans le regard de quelqu'un, selon l'importance de cette personne, on se dit j'existe plus du tout. Au-delà de la maladie d'Alzheimer, du jour au lendemain, ne plus exister dans le regard de quelqu'un? D'une femme Sans doute une ex ou deux qui m'en veulent un peu, mais... Donc tu l'as vécu, tu sais non, ce que pas c'est. vraiment, non, pas vraiment. Tu le vis vachement bien, en tout cas tu le décris vachement bien, ce que c'est. Il le dit à plusieurs reprises, il a des phrases comme ça, accroche-cœur, où il dit « dis-moi qui je suis », quoi. On a l'impression que Thomas, il perd toute son existence, que Aznavour, les parois de ma vie sont lisses, tu vois, où il glisse complètement dans son existence, il arrête d'écrire, il arrête tout. Ses frangins, frangines sont complètement estomaqués par ce qui lui arrive. Ils disent « oh Thomas, réveille-toi, quoi, wake up ». Et où il dit, voilà, sa mère le reconnaît plus, elle ne lui donne plus d'existence. Et ça, vraiment, tu lui décris sans sensiblerie, avec une vraie sensibilité. On le lit, on a le palpitant, quoi. On se rend compte de ce que c'est qu'être oublié. Mais c'est ça qui m'intéressait. Voilà, Thomas, son interrogation de départ, qui peut être celle aussi du lecteur, c'est... Non, parce que je pensais à quelqu'un qui m'avait rapporté ça, mais voilà, l'intention de départ, c'est voilà, je suis Thomas, j'ai un grand frère et une petite sœur, ma mère a Alzheimer, elle m'oublie à moi en premier, c'est pas normal. Si la maladie bouffe les souvenirs de ce côté, oui, si la maladie bouffe les souvenirs de ce côté, c'est le grand frère qui doit être oublié en premier. Si c'est par là, c'est ma sœur. Mais moi, au milieu, c'est pas normal. Donc, si elle m'oublie en premier, c'est qu'il y a autre chose. Donc, c'est qu'elle m'aimait moins, peut-être. Donc, peut-être que j'ai pas été un assez bon garçon. Et puis, il y a des choses dures aussi. Il y a, au bout de 5 ans, son frangin et sa frangine se rendent compte que maman porte des couches. Sauf qu'en réalité, ça fait déjà 2 ans qu'il lui met des couches. Parce que quand on a lu le livre, on se rend compte que ça fait déjà longtemps que Thomas protège sa maman et qu'il attend désespérément qu'il se passe quelque chose. Or, il ne se passe rien et c'est super émouvant la façon dont tu décris ça. Et encore une fois, alors on l'a fait dans la première interview, on va le faire dans la seconde parce qu'il y a un vrai truc. Dans Dieu est un pote à moi, Alice survenait et délivrait un petit peu le héros. Cette fois-ci, c'est Clara qui arrive. Il y a toujours une super héroïne dans tes livres. Obligé. Alors la femme, dans la vie de Cyril Massarotto, écrivain, elle est toujours brillante et formidable et elle sauve toujours le protagoniste des eaux, quoi, de la perdition, parce que Thomas il est en perdition totale, il a lâché la rampe. Alors cette femme Clara, elle est brillante, c'est une infirmière qui lui fait voir les choses sous un autre angle que la stricte maladie et qui est la première à lui dire ta maman, on est en train de la perdre et un jour il n'y aura plus rien et tu seras heureux.
qu'elle ne soit plus là. Et cette femme sauve sa vie. Donc ça, c'est pour les filles qui ont envie de se foutre en l'air. Mais comment on fait pour séduire Cyril Massaroto quand on est une femme? C'est très simple, on est drôle et intelligente. Oui, on l'a déjà fait, ça. Là, tout à l'heure, ça fait moins mieux. naturel, mais non, mais les autres, ils l'ont pas vu. Oui, non, mais vraiment, non, mais vraiment. La première fois, on l'a fait vachement. Alors, je sais pas dans quel ordre, mais ça doit être aussi important que l'autre. D'être drôle et intelligent. Mais ça va souvent ensemble, d'ailleurs. C'est quoi? Et pour être drôle, légitimement, il faut avoir un peu d'esprit. Souvent. Ou alors, faut pas le faire exprès, on en connaît. Mais... Il y en a 2-3 qui ont fait fortune, mais c'est un autre business. Ou tu fais fortune, ou tu séduis Cyril Massaroto. Bon, quel genre d'enfant t'étais? On l'a dit, c'est si l'enfer, c'est les autres, le paradis, pour toi, c'est quoi? C'est les autres. C'est les autres? Ah oui, complètement. On n'a pas on ressent pas ça, on est toujours assez en huis clos. C'est pour ça que je parle de Sartre. Je t'explique des fois que... Mais parce que je sais qu'il est tôt pour toi, vu que tu commences à écrire à minuit. C'est vrai. Donc, là, on est tôt dans la journée. Oui, ma journée... les autres, c'est quand même ton paradis. Oui, mais les autres, c'est tout, en fait. C'est le paradis et c'est l'enfer. Mais je pense que dans le paradis, il y a sans doute plus de femmes et dans l'enfer, il y a sans doute plus d'hommes. C'est-à-dire c'est-à-dire que, comme tu le dis, les femmes qu'il y a dans mes romans sont des super-héroïnes. Je crois pas, moi je crois que c'est juste un reflet de ce qu'est la femme et du rôle qu'elle joue. Alors ça, c'est ta vision. Ah non, c'est une certitude. Parce que tu les décris pas physiquement. Non. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent dans tes livres, c'est que tu assènes pas au lecteur ce qu'il doit penser. Absolument. Tu donnes un cadre. Voilà, tu délimites le machin. Quand tu as imaginé physiquement, mais tes lunettes, tu nous les décris tellement brillantes et extraordinaires qu'en plus on les imagine, tu vois, un peu pin-up des années 50 avec super gaulé. Alors ça, c'est ta vision à toi. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que quand mon héros rencontre soit Alice dans le premier, soit... j'ai oublié son prénom, soit Clara, parce que j'étais revenu sur... voilà, soit Clara... Ça aide, hein. Oui. Tu vois, la prochaine fois, tu feras des interviews avec des mecs qui ont lu ton bouquin, tu vois. Soit Clara dans le dernier. J'ai oublié ce que je disais. Oui, t'es troublé. J'ai séduit Cyril Massaroto. Je suis toujours Je te disais que moi, la nénette, je la voyais un peu plus. Oui, voilà, c'est ça. Donc quand je les décris, je décris uniquement leur caractère. Parce que je ne vois pas si pour moi la femme, entre guillemets, idéale, et je sais pas, brune avec des cheveux courts et des yeux marrons. Non, mais pourquoi est-ce que je devrais... Elles ont toutes leurs chances, donc. Mais pourquoi je devrais imposer cette vision-là? Du moment qu'elles ont de l'humour et qu'elles sont intelligentes. Oui. Elles ont qu'à lire Massaroto, quoi. La femme idéale, ou le physique, et d'ailleurs même du héros, on ne sait pas à quoi il ressemble. Pas. Alors, toi, tu me connais. D'ailleurs, son prénom, on s'en fout. C'est le seul livre où le héros a un prénom d'ailleurs. Juste, les livres précédents, je n'en donnais carrément pas. Pour que, pareil, voilà, la lectrice, elle n'est pas obligée de s'imaginer que le héros c'est ma tête si elle aime les blonds surfeurs beaucoup plus musclés. Donc moi j'ai envie qu'on incarne. Voilà, ce qui compte, c'est l'intelligence et l'humour, c'est pas Oui, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est ça, non mais vraiment. Et relationnelle. Je veux que le lecteur, la lectrice, puisqu'on sait que la plupart des lecteurs sont des lectrices, c'est vrai. Mettre ça dans le... Si tu n'avais pas été le super-héros que tu es, c'est-à-dire écrivain, parce que l'écrivain, c'est quand même la capacité de changer la face du monde, surtout quand, comme toi, on vit de sa plume et qu'on est traduit et qu'on est adapté à la télévision, etc., tu aurais été quel super-héros? Vas-y, lâche-toi. Tu veux un verre de quelque chose? Fais-toi plaisir, mais je peux le faire. Je ne sais pas, quel vrai super-héros. Vrai ou pas Je sais pas, Jean-Paul Sartre, mais sans l'œil qui déconne. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ça te gênait, sans l'œil qui déconne? Oui, ça m'énerve. T'aimes bien Sartre? Oui, j'adore. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer chez lui? J'adore Sartre. C'est un des premiers écrivains que j'ai lu. Il faut que je te raconte, parce que ça, tu ne vas pas le savoir, mais j'ai lu très tard. Je ne sais rien. J'ai lu très tard. Dis-moi tout. J'ai commencé à lire à 25 ans, je crois. Ah bah c'est pas tard. Si, c'est très tard. Donc tu as commencé par Sartre. Et j'ai commencé par Maupassant. J'aurais pu plus mal tomber, puisque c'est un livre que j'ai pris au hasard dans la bibliothèque. Ensuite Houellebecq, comme ça je fais un peu le grand écart. C'est un peu la feuille de San Andreas. Voilà, c'est ça. Oui. Et ensuite, je suis passé directement à Camus et Sartre, voilà, que j'ai enchaîné. Camus, on est dans l'année, Camus. C'est dur, Camus, moi, je crois que c'est le siècle Camus. Tu l'as compris, Sartre? Non, mais quand tu as commencé, attends, je ne suis pas en train de te mépriser, mais à 24 balais, tu comprends Sartre? Ah oui. Oui. Ça te parle déjà? Plus de mal à comprendre Proust, alors que c'est plus simple. Ça dépend parce qu'on est sur des étages différents. Ouais. C'est ça les écrivains qui t'ont guidé, qui t'ont fait...
Ça, c'est la virgule flottante. Dès qu'on dit Proust, il y a de la musique classique généralement. Hein, c'est de la Madeleine. Mais vous pouvez y aller, Petra, je vous en prie. C'est normal, c'est une émission normale avec des gens normaux qui ont des téléphones qui sonnent. Dans cette émission, il n'y a jamais d'interruption. Il n'y a jamais d'interruption. Non, mais on en profite pour le dire, c'est le concept de l'émission. Il n'y a pas de coupure. Non, mais vous ne pouvez pas raconter votre vie au téléphone, c'est pas grave non plus. Tu t'en prends quand même. T'as pas des trucs plus légers, Proust, Sartre, Camus J'adore les thrillers. Ah ouais, le thriller américain. Quoi donc? Quotesque. Montanari. Parce que tu as une écriture pas trop francisée. Non, c'est vrai. Tu as une écriture de réalisateur. Ouais. C'est visuel. Très. On rit pas plus qu'on pleure que truc que bordel que machin. C'est très américanisé, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu loin de nos classiques. Mais c'est sans doute. Je ne sais plus qui m'a fait la réflexion dernièrement quand j'avais dit que le premier livre que j'avais lu, c'était. J'avais tiré ce Maupassant. On m'a dit. C'est lui qui a dû te marquer le plus parce que à l'époque on disait de Maupassant qu'il écrivait l'anglo-saxonne, il ne savait pas écrire, hein, soi-disant. Il n'y avait pas la forme. Hein. C'était vraiment un des premiers raconteurs d'histoire. Et moi, je me sens vraiment là-dedans. Et souvent, notamment les premières scènes, comme je parlais de la première page du premier oublié, et c'est pareil pour Dieu est un pote à moi, pour moi, une première scène de roman, elle est cinématographique. Il faut qu'on la voie. C'est comme Sartre, quand il plante son décor, quoi. Je pense à huis clos. Voilà, on est figé, on sait où on va, on a envie d'y aller, on n'a pas envie. Avec Massaroto, généralement, on a envie d'y aller parce qu'il y a une exaltation aussi de ton verbe. Moi, j'avais souligné plusieurs... j'arrive comme ça. J'avais souligné, tu vois, plein de choses. Finalement, je ne sais pas si l'inspiration existe. Peut-être n'y a-t-il que l'envie. Quand on t'écrit, on sent ça chez toi. Et c'est ça qui est, j'allais dire un mot un peu grossier, je peux pas le dire parce que le CSA va nous en vouloir. Mais c'est kiffant, quoi. Il y a l'envie chez toi. Ah oui, complètement. On est dans la vraie vie. J'ai souvent du mal avec, quand je regarde, parce que je regarde les émissions littéraires, ça me plaît beaucoup. Même si tu vas regarder cette émission? Absolument. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Non, j'ai du mal avec ces souvent jeunes d'ailleurs qui se sentent obligés de jouer la comédie, les auteurs qui disent que l'écriture est une grande souffrance, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'écris parce que j'aime ça. Toi, t'as pas honte d'être heureux, contrairement à Thomas, qui a honte de redevenir heureux à un moment donné. Non, pas du tout. Moi, j'adore écrire et des fois, disons 6 fois jusqu'à aujourd'hui, je me surprends quand je finis un bouquin. Donc, quand j'écris la dernière page du premier oublié, là, il est 4h du matin, je suis chez moi dans mon salon, je fais CTRL save pour enregistrer et puis j'ai une réaction physique de joie. Je fais vraiment, je suis comme ça, je me lève. C'est jubilatoire et en même temps c'est anxiogène, ça y est, j'ai vraiment fini. Pas du tout. Moi, c'est aussi un accouchement. On me parle souvent de ce côté anxiogène, c'est fini, etc. Moi, je suis le plus heureux du monde, c'est quand je finis un livre. Je suis, parce que je sais que ça y est, il va exister. Bon, après, il faut que mon éditeur en veuille, mais bon, généralement, pour l'instant, les 6 fois, ça s'est bien passé. Mais voilà, donc moi, c'est une joie d'écrire, c'est une joie de finir un livre. C'est une joie, là, une impatience d'arriver à janvier vite pour que mes livres soient lus. Comment il s'appelle ? Le petit mensonge de Dieu. Le petit mensonge de Dieu. Oui. Tout un exclu. Dans Dieu est un pote à moi, pour ceux qui l'ont lu, qui disent il ne peut pas y avoir de suite. Ou quoi, donc Dieu a menti. Non, là, depuis 4 livres, j'écris sérieusement. Comment ça, j'écris sérieusement ? J'écris sérieusement comme un vrai écrivain. Assis, déjà. Je ne suis plus allongé dans l'eau chaude. Voilà, c'est ça. De toute façon, vrai écrivain, c'est quelqu'un qui est édité, c'est tout. Hein. Oui, voilà. Et c'est l'avantage. Quand on peut être musicien juste avec une guitare. Par contre, pour être écrivain, il faut être édité. Ouais. C'est bizarre. Lu, c'est pas suffisant pour être écrivain ? Non, il faut être édité. C'est l'éditeur qui fait de toi un écrivain, c'est pas le lecteur ? Oui. C'est pas un petit peu pédant, monsieur Massaroto. Ah mais non, mais justement, c'est au contraire. J'ai envie de dire. Clac. Que c'est vraiment avec ce statut si particulier de l'écrivain qui est en France. Et même cette fascination parfois pour les écrivains. Toi, t'es un des rares qui vivent de ta plume. Oui, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Non, c'est vrai que on n'est malheureusement pas assez nombreux, mais il y a quand même une fascination pour l'écrivain qui a une aura vraiment différente de beaucoup de pays, des pays anglo-saxons. Par contre, pour avoir eu la chance d'être allé présenter mes livres en Asie, etc., il y a aussi cette aura-là dans les pays asiatiques, mais je crois que c'est réservé à très peu de pays. Voilà, l'écrivain... Oui, parce que la culture est portée au nu en Asie absolument, aussi. Ouais. L'écrivain, c'est quelqu'un de différent.
Et pour qu'il soit écrivain, il ne faut pas qu'il ait des manuscrits dans son tiroir, il faut qu'il soit en librairie. C'est les gens qui font de vous un écrivain, pas forcément vos lecteurs. Ah, oui, voilà. Oh, je l'avais dit quand même. Il a du caractère. Mais quand même, j'en ai sous le pied, mais je peux te faire rire. Donc, Cyril, c'est super sympa de t'être prêté au jeu. On a fini parce que voilà, on ne peut pas en faire pendant des caisses non plus, c'est pas possible. À un moment donné, il faut rendre l'antenne. Il y a des gens qui ont des choses vraiment intelligentes à nous raconter. Il y a forcément une question que j'ai oublié de te poser et à laquelle tu aurais aimé répondre. Oui. Laquelle? Alors le pire, c'est que je me suis dit un jour, on te posera cette question dans une interview. C'est moi. Et j'avais inventé la réponse. Alors, et là, évidemment, je l'ai oublié puisque je ne pensais pas que tu allais me la poser. It's now. Donc la question qu'on m'a... Vas-y, c'est le moment de libérer ton génie créatif. Je te fous pas la pression là un peu? Oui, J'aime bien faire ça. Mais en fait... Tu sais que tu pourrais être mon frère, mon petit frère. Nous n'avons qu'un an de différence. Ah, t'as fliqué mon Facebook. Non, j'ai pas envie particulièrement qu'on me pose des questions. T'as pas envie de rajouter un truc, de dire, je sais pas, la girafe est un pote à moi, enfin, je sais non, pas. Non, moi demande-moi combien de livres j'ai encore envie d'écrire. Combien de livres t'as encore envie d'écrire? Au moins un par an jusqu'à l'heure de ma mort, très lointaine. Bon, ben on te souhaite, et surtout de les écrire, ça on n'a aucun doute parce qu'on sent que tu en as sous le pied, mais surtout que ton éditeur XO continue à avoir confiance en toi et à te promouvoir très très loin. Maintenant il y a un rite obligatoire, c'est que maintenant tu dois me faire un bisou et c'est la fin de l'interview. J'avais pas été prévenu de ça, par contre je sais pas si ça va être possible. C'est payé? C'est payé. Merci Cyril, on rend l'antenne, cognac j'ai.